Donc, bonjour et bienvenue à notre quatrième webinaire d'Opération Marais. Aujourd'hui, nous allons parler de 4 espèces courantes de bruants. Nous allons aussi nous intéresser aux troglodytes des marais, à la guifette noire, à l'hirondelle bicolore et aux jaseurs d'Amérique. Donc, plusieurs oiseaux colorés et intéressants à observer. Nous allons aussi jeter un coup d'œil aux wawarons. Et je vais aussi vous présenter certaines plantes à fleurs. Ce sont des plantes émergentes, donc des plantes que l'on peut trouver poussant le long des rives ou dans les eaux dans des différents milieux humides. Commençons par les bruants. Il y a 4 bruants courants des milieux humides que vous pourriez rencontrer. Le bruant chanteur, le bruant des prés, le bruant des marais et le bruant de Nelson. Les bruants sont sans aucun doute difficiles à identifier. Je vais donc vous présenter chaque espèce et nous regarderons les principales différences pour vous aider à les distinguer. Le bruant chanteur est un bruant de taille moyenne à la tête ronde. Il a des rayures brunes foncées sur la colonne et à travers l'œil et des rayures épaisses sur la poitrine se rejoignant à un point sombre au milieu. Cependant, faites attention, parce que l'apparence des bruants chanteurs varie beaucoup d'une région à l'autre. Si vous comparez le bruant chanteur du Nouveau-Brunswick à celui de la Colombie-Britannique, vous remarquerez que celui du Nouveau-Brunswick est beaucoup plus pâle, tandis que celui de la Colombie-Britannique a une coloration gris foncé sur la tête. Il est donc important de prendre le temps d'apprendre l'apparence de l'espèce dans votre région. Son chant est assez cacophonique. Il commence par plusieurs notes espacées de façon régulière, puis enchaîne avec une série de notes plus complexes avant de se terminer souvent par un tri. Voici à quoi cela ressemble. Les bruants chanteurs sont très communs, donc vous êtes probablement déjà un peu familier avec ce chant. On les entend souvent chanter dans de nombreux milieux urbains, par exemple. Ils n'ont pas vraiment d'habitat spécialisé. On les trouve pratiquement partout. Ils sont souvent vus dans les jardins et les mangeoires. Encore une fois, vous avez probablement déjà vu des bruants chanteurs, même si vous ne les avez pas identifiés comme étant cette espèce. Ce sont des omnivores généralistes. Ils se nourrissent d'invertébrés, de graines de plantes, de grains et de fruits. Leur alimentation dépend de ce qui est disponible dans la région. Ils s'adaptent donc très facilement. Ils sont largement répandus en Amérique du Nord. Ils sont des oiseaux résidents toute l'année dans les régions les plus au sud du Canada. Puis, plus au nord, ils ne sont présents que pendant la saison de reproduction. En Nouvelle-Écosse, ils sont présents toute l'année, mais dans la plupart du Nouveau-Brunswick et de l'île du Prince-Édouard, ils ne sont présents que pendant la saison de reproduction. Le bruant des prés est un bruant de taille moyenne, similaire au bruant chanteur. Il a des rayures nettes sur la poitrine, plus fines que celles du bruant chanteur, et une bande jaune distinctive au-dessus de l'œil, ainsi qu'une bande foncée qui traverse l'œil. Il a un dos brun et des rayures brunes sur la calotte. Son chant se compose de 3 parties et peut être décrit comme Take, take, take it easy, avec une descente dans la dernière partie. Les premières notes sont douces, puis le chant devient plus bourdonnant, presque semblable à celui d'un insecte. Voici à quoi ressemble le chant du bruant des prés. Leur habitat correspond bien à leur nom. Les bruants des prés se trouvent principalement dans les prairies et les milieux ouverts avec peu d'arbres. En ce qui concerne les habitats humides, ils aiment particulièrement les milieux humides à Carex et les marais salés. Ils se nourrissent principalement d'insectes et d'araignées, mais ils consomment aussi des graines de graminées et de plantes herbacées en hiver. Ce sont des oiseaux migrateurs. Ils sont donc présents dans presque tout le Canada pendant la saison de reproduction. Lorsqu'on compare le bruant chanteur et le bruant des prés, on constate qu'il s'agit de 2 espèces très semblables. Mais il existe quelques différences clés qui peuvent nous aider à les distinguer. Le bruant chanteur, encore une fois, a des rayures épaisses de couleur brune et blanche sur la tête et des bandes épaisses sur la poitrine, tandis que le bruant des prés a un motif plus strié sur la tête. Il n'a pas ces rayures prononcées, mais il a une rayure jaune au-dessus de l'œil et des rayures sur la poitrine plus fines que celles du bruant chanteur. Et puis, leurs chants sont assez différents. Je dirais que le chant du bruant chanteur est assez cacophonique par rapport à celui du bruant des prés, qui est plus doux et plus fin. Un autre bruant commun que vous rencontrerez probablement dans n'importe quel milieu humide
et le bruant des marais. Encore une fois, il est d'une taille semblable à celle du bruant chanteur et du bruant des prés. Il a un visage et un collier gris et une ligne brun foncé qui traverse l'œil. Et surtout, il a une calotte brun rouillé et des ailes brun rougeâtres. Il est donc un peu plus coloré que le bruant chanteur et le bruant des prés. Son chant est un tri lent. Un point important à noter est que le tri peut varier en vitesse d'un individu à l'autre. Plus vous écouterez le chant du bruant des marais, plus vous apprendrez à reconnaître la qualité particulière de ce tri, ce qui vous permettra d'identifier différents individus, même s'ils chantent à des vitesses différentes. On le trouve dans les marécages et les tourbières avec de l'eau libre, mais aussi dans les marais d'eau douce où poussent des roseaux, des joncs, des carex et des quenouilles. Il se nourrit de graines, de fruits et d'invertébrés. On trouve donc souvent les bruants des marais dans une végétation assez haute, comme les bosquets de quenouilles. Au Canada, c'est principalement une espèce migratrice. Dans la plupart des provinces maritimes, on ne les voit que pendant la saison de reproduction. Et la dernière espèce de bruant que vous êtes susceptible de rencontrer dans les milieux humides est le bruant de Nelson. Il est un peu plus petit que les autres espèces et il a une coloration assez frappante. Il a une teinte orangée sur le visage et le cou, ainsi qu'une tache grise sur les joues et la nuque. Sa poitrine est légèrement striée. Il a une bande noire derrière l'œil et une rayure foncée sur la tête. Le chant du bruant de Nelson est assez étrange et ne ressemble pas particulièrement à celui d'un oiseau. Il a un son sifflant, presque comme du bacon ou de l'eau chaude qui frappe une poêle très chaude, et il chante souvent la nuit. Le chant du bruant de Nelson est probablement le plus distinctif de tous les bruants parce qu'il est très inhabituel et ressemble à celui d'un insecte. Il occupe divers milieux humides. La faune de la côte atlantique se reproduit dans les milieux humides tidaux, notamment les marais salés. On les trouve dans les roseaux, le trèfle d'eau, la fléole odorante, les saules, le bouleau nain, etc. Mais on les trouve aussi dans les champs agricoles et les prairies près des rivières. Leur régime alimentaire comprend des invertébrés, c'est-à-dire une grande variété d'insectes, d'araignées, de petits crabes, de mollusques et de vers rubans. Ils mangent aussi diverses graines. Contrairement aux autres espèces de bruants que nous avons abordées, la répartition du bruant de Nelson est beaucoup plus restreinte. Dans les maritimes, on ne les retrouve essentiellement que dans les régions côtières. Les bruants sont donc très difficiles à identifier. Et souvent, on ne peut pas les observer de très près. La meilleure façon de déterminer l'espèce est donc d'écouter leur chant. Prenons un moment pour comparer les chants des 4 espèces présentées aujourd'hui. Le chant du bruant chanteur est plutôt métallique et cacophonique. Le chant du bruant des prés est plus doux et ressemble à celui d'un insecte dans la deuxième moitié, tandis que la première moitié est très aiguë et légère. Le chant du bruant des marais est plus simple et pur, avec un tri lent. Enfin, le bruant de Nelson est lui aussi très distinctif, avec un chant qui ressemble à celui d'un insecte, comme du bacon dans une poêle chaude. Il faut donc beaucoup de pratique pour identifier les bruants, mais j'espère que cela vous donnera une bonne idée de par où commencer. Un autre oiseau chanteur que vous pouvez rencontrer dans divers milieux humides est le troglodyte des marais. C'est un petit troglodyte. Il a un bec de forme assez distinctive. Il est relativement long et légèrement recoupé vers le bas. Les deux sexes sont d'une couleur d'un brun rouille avec des ailes et une queue barrée. Il y a une tache rouille sur le haut de son aile et un sourcil blanc bien marqué. Il faut aussi noter que les troglodytes aiment aussi tenir leur queue à la verticale, comme vous pouvez le voir sur ces images. Ils capturent diverses proies dans la végétation et sur le sol. Les insectes aquatiques et les araignées sont leurs proies les plus courantes. On les trouve principalement dans les milieux humides avec des quenouilles et des joncs. Ils aiment se cacher dans ces zones de végétation dense. Il est intéressant de noter que leur nid a la forme d'une sphère faite de joncs et de quenouilles et qu'ils construisent en fait plusieurs nids.
Leur chant est un gazouillis variable que vous pouvez entendre dans cet enregistrement. À la première écoute, le chant du troglodyte des marais peut ressembler à celui du bruant des marais, mais il est plus gazouillant, contrairement au chant plus pur du bruant des marais. Les troglodytes des marais ne sont présents au Canada que pendant la saison de reproduction. Cette carte peut laisser penser qu'ils ne se trouvent pas dans les maritimes, mais ils sont bien présents, même s'ils ne sont pas aussi communs que certaines autres espèces. Un autre oiseau que vous pourriez rencontrer, mais qui est assez rare dans les maritimes, est la guifette noire. Le troglodyte des marais et la guifette noire sont tous deux des espèces cibles du programme de surveillance des marais. La guifette noire est une petite sterne au bec noir et droit et aux ailes étroites. Les deux sexes ont un corps noir, d'où leur nom. Elles ont des ailes argentées, un dos argenté et une queue blanche, et leur vol est assez caractéristique. On peut les voir voler au-dessus de l'eau et faire de nombreux virages serrés. Leur vol est assez irrégulier. Elles nichent en colonie dans les marais peu profonds, sur la végétation flottante et se nourrissent dans les milieux humides. Pour se nourrir, elles volent à basse altitude au-dessus des milieux humides et attrapent essentiellement des insectes, des poissons, des escargots, des grenouilles et des têtards à la surface de l'eau. Elles peuvent souvent parcourir de longues distances pour se nourrir. Ces vocalisations sont essentiellement des cris rauques assez simples. Encore une fois, elles ne sont pas très communes dans les maritimes, mais on peut les retrouver dans certaines parties du sud du Nouveau-Brunswick et sur l'île de Chignectou. Une espèce beaucoup plus commune dans divers habitats humides est l'hirondelle bicolore. C'est un petit insectivore aérien. Elle a de longues ailes effilées, caractéristiques des hirondelles, qui lui permettent de se nourrir de façon acrobatique en vol. Elle a une queue légèrement fourchue, un ventre d'une couleur blanc pur et une tête et un dos bleu irisé. La femelle est légèrement moins irisée que le mâle, mais les différences sont assez subtiles. Le chant des hirondelles bicolores est assez aigu et d'une qualité un peu liquide, avec un mélange de gazouillis, de pépiments et de petits cris. On les trouve dans divers environnements près d'étendues d'eau ouverte, comme les marais, les marécages boisés et les étangs de castors. Ce sont des insectivores aériens. Elles se nourrissent donc d'une grande variété d'insectes volants et d'autres petites proies comme les araignées, les vers ronds et les mollusques. Ce sont des oiseaux migrateurs. Les hirondelles bicolores sont d'ailleurs des migrateurs de longue distance. Comme beaucoup d'insectivores aériens, on les retrouve partout au Canada pendant la saison de reproduction. Et notre dernière espèce d'oiseau pour aujourd'hui est le jaseur d'Amérique, un oiseau chanteur de taille moyenne. Il a une couleur très distinctive, avec un masque noir et une grande crête de couleur brun clair. On retrouve également cette couleur brun clair sur leur tête et poitrine. Leur ventre est jaune, leur dos et leurs ailes sont gris. Ils ont une bande jaune vif à l'extrémité de la queue et certains individus ont le bout des plumes des ailes rouges, comme vous pouvez le voir sur l'image du bas de cette diapositive. Mais remarquez que ceux de l'image du haut n'ont pas cette caractéristique. Et bien qu'ils soient des oiseaux chanteurs, leur chant n'est pas particulièrement mélodieux. Ils émettent plutôt un son aigu et bourdonnant. On les trouve principalement dans les régions boisées, mais aussi dans les champs, les prairies et les zones urbaines où de la nourriture est disponible. Ils se nourrissent principalement de fruits et ils complètent leur alimentation avec divers insectes. Comme les autres espèces présentées, il est majoritairement migrateur au Canada. Dans les maritimes, il n'est donc présent que pendant la saison de reproduction, sauf dans une petite portion du sud de la Nouvelle-Écosse où on peut le voir toute l'année. Et notre amphibien du jour est le wawaron. Il s'agit d'une très grosse grenouille qui peut mesurer jusqu'à 20 cm de long. Elle est de couleur vert, olive ou brune. Son dos est tacheté ou dépourvu de motifs et elle n'a pas de crête, ce qui permet de la distinguer de la grenouille verte. Elle a aussi un pli distinctif au-dessus et derrière le tympan.
On la trouve dans divers habitats aquatiques et elle a besoin de grandes étendues d'eau permanentes pour se reproduire. Comme vous avez pu l'entendre dans l'enregistrement, son appel est très grave. Il ressemble un peu au meuglement d'une vache. Passons maintenant aux plantes. Je vais vous présenter plusieurs espèces de plantes à fleurs émergentes que vous pourriez rencontrer lors de vos relevés. Encore une fois, j'espère que ces informations vous seront utiles si vous décidez de participer à un suivi des marais. Commençons par deux espèces de plantes à fleurs violettes disposées en épis, la salicaire commune et la pontedérie cordée. La salicaire commune est une espèce envahissante. Elle a des fleurs violettes vives disposées en épis, en grappes verticales. Elle a des tiges carrées et des feuilles opposées aux bords lisses disposées à un angle droit sur la tige. On la trouve dans les fossés, les prairies humides, les marais et au bord des lacs. La pontedérie cordée, en revanche, a des fleurs d'un violet tirant sur le bleu, contrairement au violet vif de la salicaire. Elle a des tiges rondes plutôt que carrées et mesure entre 3 et 4 pieds de haut. Elle a des feuilles vertes cireuses alternées en forme de pointe de flèche ou de cœur, ce qui est très différent de la forme des feuilles de la salicaire commune. La pontedérie cordée se trouve dans des eaux pouvant atteindre jusqu'à 3 pieds de profondeur. Ces deux espèces ne poussent pas dans le même type d'habitat. La pontedérie cordée est beaucoup plus adaptée à la croissance dans l'eau que la salicaire commune, que l'on trouve dans des habitats légèrement plus secs. Deux espèces de plantes à fleurs blanches que vous pourriez rencontrer sont le trèfle d'eau et la sagittaire latifolie. Ces deux espèces ont des fleurs blanches individuelles pédonculées. Cependant, les fleurs du trèfle d'eau ont 5 pétales et sont recouvertes de fins poils donnant un aspect duveteux. Quant à la sagittaire, ses fleurs n'ont que 3 pétales et ne sont pas recouvertes de duvet. Le trèfle d'eau peut atteindre 25 cm de haut. Il est donc assez bas, tandis que la sagittaire est un peu plus grande, pouvant atteindre 60 cm. Le trèfle d'eau a des feuilles pétiolées et des folioles arrondies et lisses. Il y a 3 folioles par pétiole et les folioles ressemblent essentiellement à des mini-feuilles. La sagittaire, quant à elle, a des feuilles basales, ce qui signifie qu'elles ne poussent qu'à la base de la plante et comme la pontedérie cordée, elles ont une forme de flèche ou de cœur, mais avec une échancrure basale très profonde. Le trèfle d'eau se trouve dans les sols humides ou les eaux peu profondes. Les sols sont souvent acides. On le trouve donc dans des tourbières, des marais et des marécages, tandis que la sagittaire se trouve dans les eaux peu profondes et pousse parfois sous l'eau. Elle préfère donc les eaux légèrement plus profondes que le trèfle d'eau. Deux autres espèces que vous pourriez rencontrer sont la potentille en sérine et le comaret des marais. La potentille en sérine a des fleurs jaunes individuelles pédonculées et les fleurs ont 5 pétales, tandis que le comaret des marais a des fleurs magenta en forme d'étoile avec 4 pétales par fleur, qui sont en réalité des sépales. Le comaret est une plante à port étalé, avec des tiges pouvant atteindre jusqu'à 60 cm de longueur. Elle a des feuilles composées aux marges foliaires dentelées, avec 5 ou 7 folioles par feuille, et on la trouve dans les eaux peu profondes des marécages, des marais, des tourbières, des fennes et au bord des lacs. La potentille en sérine peut atteindre 20 cm de haut. Donc encore une fois, ces deux espèces sont assez basses. Les feuilles de la potentille sont basales et pennées, ce qui signifie qu'elles sont appariées, et ces feuilles ont des marges dentelées. Donc les deux espèces ont des feuilles aux marges dentelées, mais la potentille en sérine a le dessous argenté et on la trouve dans des habitats terrestres plutôt que dans l'eau, mais elle tolère les sols saturés d'eau. Une autre espèce que vous pourriez rencontrer est le mélilo officinal. C'est une espèce envahissante. Elle produit des fleurs jaunes parfumées sur de courtes tiges disposées autour d'une tige centrale, ce qui donne l'impression que les fleurs poussent sur des épis, mais elles poussent en réalité sur ces petites tiges. Cette plante atteint une hauteur de 2 à 6 pieds et a des feuilles composées alternes, ce qui signifie que les feuilles ne poussent pas au même endroit de chaque côté de la plante, mais à des endroits décalés. Les folioles ont des marges dentelées et chaque feuille comporte 3 folioles. On trouve le mélilo officinal dans les milieux herbeux ou perturbés. Elle ne tolère pas l'eau stagnante ni les sols acides,
mais on peut la trouver dans les milieux humides où l'eau est moins acide, comme les marais plutôt que les tourbières, ou dans des milieux humides sans qu'elle pousse directement dans l'eau. Et enfin, nous avons les prales ou Equisetum. Ce sont des plantes vraiment intéressantes, souvent décrites comme des fossiles vivants. Ce sont donc des plantes vasculaires très primitives. On pense qu'elles sont parmi les premières plantes vasculaires à avoir évolué. Elles ont des tiges segmentées caractéristiques, comme vous pouvez le voir sur les images, et leurs feuilles sont très primitives. Leur forme est similaire à celle des aiguilles de pin. Deux espèces que vous pourriez rencontrer sont la prale des champs, dont les feuilles sont disposées en touffes, rappelant une queue de cheval, comme vous pouvez le voir sur l'image en haut à gauche, et l'autre est la prale des eaux, dont les feuilles sont disposées en cercle, comme des rayons d'une roue de vélo. Comme ce sont des plantes très primitives, elles se reproduisent par spores plutôt que par pollen, et les spores sont contenus dans des structures en forme de cône à l'extrémité de certaines tiges. Vous pouvez voir quelques images de cela à droite. Quant à la rapita, la prale des champs pousse dans des milieux humides et ouverts, tandis que la prale des eaux pousse dans les eaux boueuses ou stagnantes, comme le long des rives d'eau douce ou dans les marais. Cela nous amène à la fin de notre troisième session d'identification pour Opération Marais. Encore une fois, merci beaucoup de vous être joints à nous. N'hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions et à nous suivre sur les réseaux sociaux. Nous espérons vous revoir pour notre 5e et dernier webinaire.